Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et en collègue de finances se trouve depuis hier à Payas et suite à la visite du chef de l'État dans le Bourgou où deux instructions ont été données pour amener la paix sociale entre la communauté des Yougou et celle du département de Bourgou. L'église fraternelle luthérienne du Tchad a 100 ans d'existence. La célébration de son centenaire est organisée à Léré dans la province du Moïkibo-Ouest. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, était ce matin à Léré dans la province du Moïkibo-Ouest. Il a représenté le président de la République aux festivités commémorant le centenaire de l'église fraternelle luthérienne. Le film de l'arrivée du ministre d'État à Léré avec Nassour Neviti. Mars 1920, mars 2020, l'église fraternelle luthérienne célèbre son centenaire. Toute la communauté chrétienne luthérienne au Tchad s'est donné rendez-vous à Léré dans le Moïkibo-Ouest pour commémorer dans la joie et l'allégresse le centenaire de l'entrée au Tchad de l'Évangile. Sois fidèle jusqu'à la mort, tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 2, verset 10, est le thème retenu pour ce grand événement commémoratif. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a dépêché le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, à l'effet de le représenter aux festivités. À sa descente de l'hélicoptère, le représentant personnel du président de la République a été accueilli par le gouverneur de la province du Moïkibo-Ouest, Adam Fortey Amadou. Le numéro 1 de la province du Moïkibo-Ouest avait à ses côtés pour la circonstance, entre autres, le maire de la ville de Léré, responsable des églises fraternelles luthériennes au Tchad, autorité administrative provinciale, départementale, chefs militaires, leaders traditionnels et religieux, ainsi que les différents délégués provinciaux. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République et la forte délégation qui l'accompagne, composée essentiellement des conseillers techniques du président de la République, sont conduits ensuite à la résidence du préfet du département de Lac-Léré. Là, un briefing est fait entre les autorités provinciales, ecclésiastiques et le coordonnateur de l'action gouvernementale, le ministre d'État, Kalzebe Païmi Debe. Sois fidèle jusqu'à la mort, tel est le thème retenu pour célébrer le centenaire de l'église fraternelle luthérienne. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno. Nassour Neviti. Bain de foule exceptionnel du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, prières et louanges ont marqué le centenaire de l'église fraternelle luthérienne. L'évangile est entré au Tchad en 1920 par Léré via le Cameroun. Il est l'œuvre de deux couples missionnaires américains, Reven et Cardal. 100 ans après l'œuvre de ces pionniers, les communautés luthériennes du Tchad, celles du Cameroun et des États-Unis d'Amérique se sont donné rendez-vous à l'endroit même où les premiers missionnaires de l'église fraternelle luthérienne ont érigé la première chapelle. C'est tout un symbole, car l'endroit est chargé d'histoire. Et justement pour narrer cette histoire, il a plu à l'Éternel de laisser encore en vie un seul noir, un Tchadien qui a bénéficié de l'enseignement de ces deux missionnaires qui ne sont plus de ce monde. Debout, sur ses deux jambes, le pasteur à la retraite, Tokoma Abraham, appelle ses frères et sœurs à la mobilisation pour une évangélisation tout azimut. On m'a marché, et voilà, tout le monde est parti. Il m'a laissé que j'ai debout parmi vous. Le mot que je vous laisse, les jeunes chrétiens, le mouvement des femmes, les jeunes pasteurs, continuons à faire l'évangile, laissez le terrain derrière. Tout en souhaitant un bon séjour
aux différentes délégations des églises fraternelles luthériennes du Cameroun et d'Amérique, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest a salué la ferveur dont sa province est l'objet depuis le lancement des festivités du centenaire de l'église fraternelle luthérienne. L'Éré est depuis hier devenue la capitale religieuse de notre pays, tant du point de vue qualité que quantité de participants à cet événement exceptionnel. Exceptionnel, oui, car personne ne peut organiser par lui-même deux centenaires. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État Idriss Déby Itno au centenaire de l'Évangile et de l'Église fraternelle luthérienne au Tchad, le ministre d'État s'est réjoui de cette mobilisation des fidèles venus de diverses contrées. Le président de la République m'a chargé de venir témoigner son indéfectible soutien et sa gratitude pour tout ce que votre ministère fait à l'endroit des fils et filles du Tchad, à l'endroit de vos frères chrétiens du Tchad et de la République sœur du Cameroun. Nous nous excusons du fait que nous n'ayons pas pu être avec vous lors du lancement des festivités hier. Ne dit-on pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Merci à Dieu qui a permis que nous soyons présents à l'Éré et surtout, merci pour votre compréhension. Ayant présidé il y a 24 heures à la présidence de la République une réunion consacrée à la pandémie du coronavirus à travers l'élaboration d'un plan national de contingence pour la préparation et la riposte du Covid-19, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a attiré l'attention de l'assistance sur les règles à respecter pour se prémunir du Covid-19. L'assainissement du milieu, l'hygiène corporelle, le contrôle systématiquement aux frontières doivent être de rigueur. N'oublions surtout pas que les provinces du Mayo-Kébi-Ouest, du Mayo-Kébi-Est peuvent constituer un passage inévitable du virus à cause de leurs nombreuses ouvertures sur les pays voisins. Il en est de même pour les deux Logone, les provinces du Mandou, du Moïchari. Soyons vigilants. Fini les discours, l'assistance a suivi un superbe défilé de plus d'une heure. Les membres de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun et les différents consistoires du Tchad ont passé devant la tribune officielle. Les flambeaux de la dite église ont particulièrement émerveillé l'assistance. Attention, pas de retirer, en avant, Merci beaucoup. Juste après la cérémonie, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, est allé visiter la maison centenaire des premiers missionnaires américains qui ont apporté l'évangile au Tchad avant de s'incliner sur leur tombe. Comme à son arrivée, le coordonnateur de l'action gouvernementale, le ministre d'État, Kalzebe Paimi Debe, est raccompagné au pied de son hélicoptère avec la même ferveur. Vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité du discours du ministre d'État, ministre secrétaire général Kalzebe Paimi Debe, au centenaire de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Suite à la visite du chef de l'État dans le Borkou, où des instructions ont été données pour amener la paix sociale entre communautés Yeboubou et celle du département de Borkou dans la province de Borkou, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et son collègue des Finances se trouvent depuis hier à Faya pour mettre en exergue les orientations du chef de l'État. Amanissa Kassina. Signature des procès-verbaux, prières et chaudes poignées de main. Trois actes forts et significatifs qui ont tout leur sens. Les enfants de Borkou s'engagent à enterrer définitivement la hache de guerre. Une réconciliation faite en présence du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah,
et celui des finances et du budget, Tahir Hamid Ngiling. Plusieurs responsables militaires et administratifs sont également présents à cette cérémonie. Une rencontre qui fait suite à la dernière visite du chef de l'État dans le Borkou, d'où des instructions ont été données à l'effet de ramener la paix sociale entre les deux communautés sœurs du département d'Emikoussi et celle de Borkou, qui sont en conflit depuis plus d'une année. Un conflit qui, faut-il le rappeler, s'est soldé par mort d'homme. En rencontrant tour à tour les différentes communautés opposées, le ministre Abbali souligne que sans la paix, toute action visant à développer le Borkou sera vouée à l'échec. C'est pourquoi, poursuit-il, il est du devoir de chacun ici présent de s'impliquer personnellement pour que cette réconciliation entre les deux communautés liées par le sang et par l'histoire ne soit pas seulement perçue comme une simple action, mais plutôt que cela se traduise par un comportement. Ne pensez pas comme si le découpage administratif devait vous diviser. Au-delà de tous ces préjugés, vos liens, eux, resteront, devait renchérir Mohamed Abbali Salah. Quelques représentants des deux communautés ont pris la parole devant les deux membres du gouvernement pour exprimer leur ferme volonté de traduire en actes les différents points inscrits dans les procès-verbaux de réconciliation. Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a mis à profit son séjour à Faya pour échanger avec les différents responsables militaires. Avec ces derniers, Mohamed Abbali Salah appelle à la plus grande vigilance pour mieux sécuriser nos frontières contre les bandes organisées qui, selon ses propres termes, guettent la moindre occasion pour se faire entendre. Le ministre Mohamed Abbali Salah fait ici la restitution de ces rencontres suivies. Comme vous le savez, lors de la visite du chef de l'État, du président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement dans la province de Borkou, quelques mesures et quelques instructions ont été données pour la paix sociale et le développement de cette province. C'est dans ce cadre que nous sommes désignés pour la mise en œuvre de cette décision et de ces instructions. Le point de réconciliation entre la population de Borkou a été aussi l'un des points évoqués par le chef de l'État. Vous savez, il y a eu des problèmes entre la population du département de Mikoussi et celle de Borkou qui a causé mort d'homme. Aujourd'hui, avec l'orientation du chef de l'État et aussi la disponibilité des autorités traditionnelles de l'écouter, avec l'appui des autorités administratives locales, la population a pu mettre en député tous les points de phasage et ils sont engagés devant nous pour mettre derrière eux le passé et de faire l'avenir ensemble. Sur ce point, nous les encourageons et nous les remercions pour la compréhension et surtout les autorités administratives, les chefs traditionnels qui n'agit aucun effort pour que ces paix, ces réconciliations soient une réalité. Nous avons aussi échangé avec les autorités militaires lors de notre réunion. C'est aussi la même chose. Le chef de l'État a fait, nous avait instruit pour les dispositions sécuritaires à prendre dans cette zone qui est frontière à la Libye, avec tout ce qui se passe en Libye, le trafic des humains, le trafic de drogue, et aussi surtout mettre de l'ordre dans cette partie où les gens font les orpaillages illégaux. Donc des instructions ont été données et la mission doit commencer essentiellement dans les avec l'appui des autorités traditionnelles pour que toutes ces mesures soient une réalité. À Abéché, dans le Wadaï, le ministre de l'Enseignement supérieur David Oudenga a rencontré tour à tour les étudiants et les membres du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur au centre des échanges, les mots qui entravent le bon fonctionnement des institutions d'enseignement dans la dite province. Ali Mamad Belou. En marge des conseils d'administration, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudenga, met entre parenthèses son week-end à Abéché pour rencontrer les représentants des étudiants des 3 institutions d'enseignement supérieur. Objectif,
Écoutez de vive voix leurs préoccupations. Il y a un problème d'enseignants, c'est-à-dire l'insuffisance des enseignants, le problème des salles et le problème des laboratoires au sein de l'université. Il faut voir la bibliothèque. La bibliothèque, elle est là, mais elle n'est pas bien occupée. Il n'y a pas de documents, il y a insuffisance toujours. Dans le même cadre, le ministre de l'Enseignement rencontre ensuite des étudiants de la faculté de médecine. Ces derniers sont en grève depuis jeudi dernier. Et avant de quitter la ville, Dr David Oudengar veut écouter et comprendre les raisons. Il y a un manque total, surtout dans la faculté, concernant d'abord le suivi des étudiants dans les stages. Pour une faculté de médecine, il doit avoir un hôpital adéquat pour recevoir les étudiants. Cet hôpital n'est pas négligeable pour recevoir les étudiants. Mais déjà dépassé la 3e année, cet hôpital ne peut pas du moins accompagner ces étudiants-là à partir de la 4e année déjà. C'est de ne pas délocaliser complètement la faculté de médecine d'Abéché ici, mais c'est juste pour un déploiement, pour un stage intensif et pour un plateau technique adéquat. Après avoir recensé personnellement tous les problèmes, le ministre de l'Enseignement rassure. Toutes ces questions ont été passées au pain fin par vos responsables et par les administrateurs. Ça veut dire que nous sommes conscients de ces difficultés et nous recherchons ensemble des solutions. En période de crise, il faut faire preuve d'imagination et peut-être trouver des sources alternatives de financement de nos activités. Et je crois que certains d'entre vous ont évoqué le problème de coopération tout à l'heure. Je crois que ce sont des choses qu'on peut également essayer de voir pour permettre à ce que au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur, on ne compte pas uniquement sur les subventions de l'État qui ne tombent pas à temps et qui posent problème au fonctionnement de nos établissements. Dans la même soirée, le ministre David Oudengar ouvre aussi ses portes aux représentants des SYNEX, syndicats des enseignants et chercheurs du supérieur de la ville d'Abéché. Les sujets concernant le retard dans le paiement des primes et frais de vacation sont mis sur la table de discussion. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsaouda Bakar Kadade, se trouve à Bébédia, dans la province de Logone orientale. Elle a officiellement lancé ce matin la semaine de la femme de la commune de Bébédia, à Bakar Betel. C'est pour marquer l'événement et aussi la volonté du gouvernement à soutenir les initiatives des femmes pour leur autonomisation que la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Bakar Kadade, accompagnée d'une forte délégation, a fait le déplacement de Bébédia. C'est en présence de cette foule, le jour suivant son arrivée, que la cérémonie de lancement de cette semaine a eu lieu dans l'enceinte de la plateforme multifonctionnelle des femmes de la NIA. Ouvrant la cérémonie, le préfet de la NIA, Hissène Adam Ali Al-Fidel, et le maire de Bébédia, Maïna Norbert Doumsangar, ont tour à tour souhaité la bienvenue à la délégation et exprimé leur joie de voir la ministre parmi eux. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Bakar Kadade, a loué l'initiative des femmes de la NIA avant de souligner que la lutte contre la pauvreté et le chômage est une préoccupation du gouvernement pour laquelle des initiatives se multiplient. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, dans sa mission en faveur de la femme et de la jeunesse, traduit dans les faits l'engagement sans faille, la politique de renaissance prônée par son Excellence M. Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement. Cette renaissance passe nécessairement par l'esprit d'entrepreneuriat pour booster notre économie et résorber le chômage, car créer une entreprise, c'est absorber de la main-d'œuvre. Et pour relier l'acte à la parole, une somme de 2 millions de francs CFA a été remise par la ministre aux femmes pour soutenir leur projet. La visite des différents stands dressés pour la circonstance a mis un terme à la cérémonie. Le directeur général du ministère de la Production, de l'Éducation et des équipements agricoles a présidé la clôture des assises axées sur l'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la bande sahélienne. Par Eladj.
Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme alimentaire mondial, main dans la main, orientent leur vision vers l'autosuffisance alimentaire. Unanimement, ils optent pour l'aboutissement des résultats consensuels de l'analyse du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations touchées par l'insécurité alimentaire dans la bande sahélienne. Occasion pour le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Abdraman Mohamed Abdelaziz, de situer la position du gouvernement sous la clairvoyance du chef de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Les criquets vont venir, ça c'est un fait réel. Hein. Dès la première pluie, les SM vont s'éclore et ils viendront. Mais une équipe soudée, déterminée, doit toujours préparer tout pour aller à lutter contre ces criquets-là. D'ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, conscient et soucieux toujours de ce problème, il a instruit en urgence de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mener une alerte. C'est fort de cet engagement que les partenaires, notamment la FAO, le PAM, via leurs représentants présents à cette rencontre, réitèrent le soutien total de leurs institutions respectives aux côtés de l'État tchadien qui fait du bien-être de ses populations la priorité des priorités. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari poursuit sa tournée dans les localités relevant de sa circonscription administrative. Hier, s'est rendu dans la localité de Roro. Le gouverneur a véhiculé le message de paix, de cohabitation pacifique et des recettes de l'État. Mon pour Biadunga. C'est une marée humaine composée des autorités locales, des cavaliers, des mototaximens, communément appelés clandomènes, et autres qui ont réservé un accueil sans pareil à la délégation du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Fogbou Djiber Younis. Le cortège s'est dirigé ensuite vers la sous-préfecture de Roro, lieu du déroulement de la cérémonie. Là, le sous-préfet de Roro a dans son adresse souhaité la bienvenue à la délégation avant de présenter quelques doléances de ses administrés qui se résument au manque d'une structure sanitaire publique pour la prise en charge de la population et le bitumage de l'axe Kiabé-Roro. Pour sa part, le préfet du département de l'Akiro, Adoum Haroun Mamad, a témoigné l'attachement de la population de Roro envers les plus hautes autorités pour que cette sous-préfecture qui contribue efficacement à l'économie du pays soit aménagée. En réponse, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Fogbou Djiber Younis, les a rassurés d'avoir pris bonne note de leurs doléances et a promis les transmettre fidèlement à qui de droit afin que solution soit trouvée. Le gouverneur n'a pas manqué de véhiculer le message de la cohabitation pacifique entre les communautés, le respect des taxes de l'État sur le marché à bétail, mettant ainsi à garde les fauteurs de troubles au sein de la population de Roro d'arrêter immédiatement. Une visite guidée du grand marché à bétail de Roro nous a permis de découvrir les différents bétails en vente au sein du marché. La Fondation Grand Cœur, à travers son projet soutenant l'école tchadienne, a offert 2 kits scolaires aux enfants de la maternelle et des cours préparatoires de la province du Guéra. Abdul Kioul. Une journée empreinte de joie pour les enfants de la maternelle de la province du Guéra. Ils bénéficient de la largesse de la Fondation Grand Cœur. Des kits scolaires leur sont remis par le chef de mission de la Fondation Grand Cœur à Mongo, Mamad Iba Ousmane. Par son opération soutenant leur premier pas, la Fondation Grand Cœur voudrait encourager les parents à scolariser leur progéniture et à assurer le suivi de leur cursus. L'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. La Fondation Grand Cœur met tout en œuvre pour que la scolarisation puisse représenter les espoirs, les rêves et les aspirations des enfants et des familles partout au Tchad. Car il n'est point à démontrer qu'aller à l'école pour un enfant, c'est s'épanouir, acquérir des compétences et des connaissances pour pouvoir choisir un avenir. Le secrétaire général de la province du Guéra soutient que l'initiative de la Fondation Grand Cœur, opération soutenant leur premier pas, jette les bases d'une meilleure scolarisation des enfants au Tchad. À travers ce geste, la première dame
faisant preuve d'une mère responsable, éprise de justice et de magnanimité, contribue hautement à la formation de ces enfants depuis la base, afin que les conditions idoines soient réunies pour faire d'eux des citoyens dynamiques qui prendront valablement la relève de leurs parents. Ces 2000 kits scolaires seront répartis dans les différentes écoles du département de la province du Guéra. La Fondation Grand Cœur a offert de matériel aux organisations féminines de plusieurs provinces. L'heure est à l'évaluation des matériels. Première étape, la province du Kanem. La délégation a rencontré hier les autorités locales de la dite province et les bénéficiaires. Mamadou Marwarou. La mission a tenu une rencontre au centre de lecture et d'animation culturelle de Mao. On prit part à cette réunion le gouverneur de la province du Kanem à Santerap, le préfet du département du Kanem, le maire de la ville de Mao, les points focaux de la Fondation Grand Cœur, certains délégués déconcentrés de l'État, ainsi que les femmes des différents groupements et associations bénéficiaires. Il a été question de se rendre compte de l'utilisation des machines à coudre remises depuis un peu plus d'une année. Selon la présidente de l'association Grand Kanem, Fatima Mohamed Saïd, depuis près de 2 ans, après l'acquisition des machines par la première dame, Moïse de 20 femmes maîtrise l'utilisation. Fatima Mohamed Saïd d'ajouter qu'un tel investissement ne doit pas être négligé. Pour leur part, les femmes se sont relayées pour dire qu'il ne s'agit pas d'un désintéressement. Ali Mohamed Dorolo, point focal des fondations Grand Cœur, pour sa part a demandé aux femmes de se souder et de se mettre résolument au travail. Quant au gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, l'objectif de la première dame est de vous apprendre à pêcher au lieu de vous donner du poisson, comme le dit un proverbe chinois. La fondation Grand Cœur a mis à votre disposition ce qu'il vous faut pour apprendre les métiers, a dit le gouverneur de la province du Kanem. Rendons-nous dans la province du Mandou. L'UMPS a grandi dans le Mandou, la Bidéa. Quelques militants du parti Capture se rallient au mouvement patriotique du salut. Ditangé Félix. Ralliement des militants de Capture au mouvement patriotique du salut, une adhésion et ralliement massif des militants de Capture de Bédaya au mouvement patriotique du salut a permis au secrétaire exécutif départemental du Mandou oriental Djinaïbaye Miangarko de dire que c'est une obligation de cohabiter et d'harmoniser les idées afin d'affronter les élections communales et législatives qui se pointent à l'horizon. C'est pourquoi il en appelle au sens patriotique et à plus d'abnégation des uns et des autres pour l'intérêt commun du mouvement patriotique du salut. Les 6 représentants de chaque cellule de Capture à Bédayan ont l'un après l'autre passé au micro pour expliquer le mobile de leur ralliement au MPS. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Mandoul Mognan Djemontan se dit très ravi de cette décision collective de ses camarades du Capture d'adhérer aux idéologies politiques du mouvement patriotique du salut. Selon lui, c'est l'expression d'un discernement sans faille de ce qui se dit et ce qui se fait concrètement en termes de projets de société, a-t-il conclu. Et puis la tendance est communiquée, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS remercie vivement les militantes et militants pour la mobilisation dont ils ont fait montre lors de la commémoration du 30e anniversaire du MPS le 11 mars 2020 à Mongo dans le Guéra. Ces remerciements vont aux camarades de la province du Guéra qui n'ont ménagé aucun effort pour accueillir et héberger les différentes délégations venues de 22 autres provinces. Le secrétaire général remercie également toutes les bonnes volontés qui, par leur contribution, ont permis l'organisation de cette commémoration mémorable. N'Djamena, 15 mars, à la signature, Maître Jean-Bernard Padare, secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du parti. Justement, à l'occasion du 30e anniversaire du MPS, le secrétaire général de l'association Plantons 2 arbres et nos 2 armes, Hissène Baskoti, a fait un point de presse pour soutenir les idéologies du MPS. Suivez. Depuis le 1er décembre 1990, le MPS, sous le regard clairvoyant du président fondateur, a démocratisé
Notre société a ouvert les esprits sur un univers de responsabilité collective. J'appelle tous les Tchadiens à un sens élevé de la responsabilité et d'attachement. À notre président Idriss Déby Itno, père fondateur du MPS, je peux dire avec une grande sonorité que les 30 ans de l'existence du MPS devraient être pour tous l'année de convergence de nos volontés communes et de nos forces respectives pour créer les conditions d'une véritable démocratie qui s'impose et triomphe de toutes les forces extérieures. Nous, membres de l'association Plantons les arbres et nos armes, souhaitons une grande réussite dans tes futurs projets. Nous sommes très heureux et émus de fêter ce 30e anniversaire. Tous nos rêves peuvent devenir réalité avec le MPS. Dans la province du Bata, le réseau des organisations de la société civile pour la nutrition a organisé à Ati un atelier de formation des acteurs sur les problématiques de la nutrition. Pour une bonne compréhension des problématiques sanitaires et nutritionnelles, le réseau des organisations de la société civile pour la nutrition, ROCINUT, renforce les capacités de ses membres des départements du Bata Est et Ouest. Cette session de formation de 2 jours, organisée en collaboration avec le réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition et l'appui de l'Alliance SAN, illustre des approches participatives et interactives telles que exposés, travaux de groupe et modules. Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaidala, souligne que la nutrition est un problème de santé publique et il faut un travail de conscientisation pour l'éradiquer. L'antenne des ROCINUT du Bata, à entendre son responsable Habib Adoum Hassan, a depuis sa mise en place fait beaucoup de réalisations telles que l'organisation des conférences débats sur la santé et la nutrition et les visites sur le terrain pour la sensibilisation autour de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire et au niveau des abattoirs et alimentation. Le président du réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition, Luc Azina Dandiaye, a quant à lui expliqué que la population est principalement au centre de la lutte que mène son réseau contre ces fléaux. C'est pourquoi ce genre de formation sera intensifié à l'intention des points focaux provinciaux qui sont chargés de relayer l'information. Au cours de cette formation, les participants, selon les responsables techniques du projet Asrad, partenaire de l'Alliance SAN, Nodia Doum Koingar Tatola, seront outillés en droit à la santé, causes et conséquences de la malnutrition, plaidoyer budgétaire et suivi et évaluation. L'ONG Kojinta renforce les compétences des forces de sécurité, des défenses et de sécurité dans la province du Lac. Cette formation axée sur la déontologie, l'éthique, les principes de leadership, l'informatique et bien d'autres thématiques a vu la présence du secrétaire général de la dite province, Soukassia Prosper. Ils sont au total 34 de la police nationale à recevoir leur attestation de fin de formation initiée par l'association Kojinta avec l'appui de l'Union européenne, tout en présentant une panoplie des activités réalisées par son institution au profit de la province du Lac. L'expert en sécurité publique Paulo Bonanno a mentionné que cette formation a pour objectif de contribuer à la sécurité intérieure du Tchad en améliorant l'offre quotidienne de sécurité et les relations entre les forces de sécurité intérieure de la population. Paulo Bonanno n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux autorités de la place pour leur franche collaboration. Le secrétaire général de la province du Lac, Satik Kadir Abdraman, représentant le gouverneur, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'origine de Kojinta, qui, dans le cadre du projet d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad, a forcément contribué à l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité intérieure et partant de la sécurité de la population du Lac dans son ensemble. Pour le secrétaire général, les actions entreprises par Kojinta sont appréciées puisqu'elles entrent dans la droite ligne de la politique sécuritaire du président de la République Idriss Déby Itno. Satik Kader Abdraman souhaite le lancement de la seconde phase du projet Sécu-Tchad pour le grand bénéfice de la population du Lac. Restons toujours dans la province du Lac. Les jeunes de la dite province, avec le soutien de l'ONG Oxfam, réfléchissent sur leur épanouissement socio-économique. Ils ont organisé à Bol un forum afin de faire de plaidoyer à l'endroit des autorités administratives. Mohamed Tamboulmi. Le présent forum vise à faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et sécuritaires afin d'obtenir des engagements pour une révision des mesures restrictives pour la prise en compte des besoins essentiels des jeunes et des femmes du lac.
Après avoir échangé longuement sur les questions liées à la crise de Boko Haram et ses conséquences, les participants ont adressé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Renforcer l'arsenal juridique dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de produits stupéfiants, renforcer les capacités des structures des jeunes et femmes. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, a souligné que l'initiative des jeunes et des femmes dans une approche de plaidoyer est une bonne démarche avant de rappeler que le gouvernement ne peut rester insensible aux préoccupations de la jeunesse et des femmes. C'est pourquoi le chef de l'État, Idriss Déby Itno, met au cœur de sa politique qui ambitionne l'épanouissement socio-économique de la jeunesse tchadienne et des femmes. L'ONAP accompagne les producteurs de la province du Mayo-Kébi-Est et leur offre de crédit agricole ici pour augmenter leur production. Reportage. Pour assurer la pérennisation, les paysans sous crédit sont sommés de les rembourser pour accéder aux nouveaux prêts. C'est dans cette perspective qu'une campagne de sensibilisation pour le recouvrement des crédits agricoles s'est déroulée dans le département de la Kabia. Issa Sherif Alati, chef de bureau ONAP de la province du Mayo-Kébi-Est, a fait le tour des 5 cantons, à savoir Léombassa, Diaraou, Domo, Tagal et Gunugaya. Lors de ces différents passages, Issa Sherif Alati a rencontré les paysans pour leur signifier l'importance de s'acquitter des crédits. Dieu vous donne de la pluie et le président de la République Idriss Déby Itno vous donne des crédits à taux zéro d'intérêt. De 100 000, maintenant on est jusqu'à 750 000. Certains bénéficiaires disent que les crédits les ont permis d'augmenter leur production. Et chaque fois, les 3 ans, j'ai eu des bénéfices. Pour le chef de bureau de l'ONAP, Issa Sherif Alati, le département de la Kabia doit toujours montrer le bon exemple comme par le passé afin de bénéficier davantage de facilités. L'Union de jeunes avocats du Tchad a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier. Au cours de ces rencontres, les participants ont échangé autour des sujets qui minent le bon fonctionnement de cette organisation. Falam Bissoulga. Les travaux de cette assemblée générale ont pour objectif de dresser le bilan des activités de l'Union des jeunes avocats, d'échanger sur la vie de cette organisation, de procéder à un inventaire de nouveaux défis, de renouveler le bureau exécutif de cette organisation. Les jeunes avocats du Tchad, à l'instar des autres associations et unions des jeunes avocats dans le monde, se trouvent certes confrontés à d'énormes difficultés qui obstruent son développement, mais qui ne sauraient alors entamer son existence. Le bureau exécutif a été renouvelé. Fort de 12 membres, le nouveau président de l'Union des jeunes avocats du Tchad mesure la portée de la charge. Cette mission, on la réussira tous ensemble. Les défis sont grands, mais nous sommes jeunes, débordés d'énergie. Nous allons réussir cette mission. Au nom de cette équipe, nous vous rassurons que les efforts seront menés pour assurer la défense des intérêts tant matériels que moraux du jeune avocat tchadien. Créée le 20 novembre 1993, l'Union des jeunes avocats du Tchad se fixe comme objectif la défense des intérêts matériels et moraux des jeunes avocats et la création des conditions favorisant l'entraide des jeunes membres. L'Université de N'Djamena a organisé une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la faculté des sciences humaines de l'année académique 2018-2019. C'était au palais du 15 janvier en présence des étudiants, parents, responsables de la dite université. Abdulhadi Mamassali. Au total, 80 lauréats de la faculté des sciences humaines, filière de géographie, ont reçu leur attestation de fin de cycle d'études. C'est un moment de joie, de satisfaction et de partage pour les lauréats et leurs proches, ainsi que les responsables. Pour témoigner les reconnaissances, les responsables de la dite université organisent cette cérémonie. Le président du comité d'organisation, Mohamed Abdullahi Turki, les responsables de la faculté des sciences humaines de l'université d'N'Djamena et les représentants des étudiants saluent les degrés de mobilisation qui encouragent à plus d'efforts. Les représentants du président de la faculté des sciences humaines, Mohamed Tabremé Hassaban Nebi, a saisi cette occasion pour demander aux parents de veiller au suivi des études de leur progéniture.
Les responsables du centre de formation Tekwin ont organisé une cérémonie de remise des attestations aux lauréats qui ont participé à la formation intensive de la langue anglaise. Mohamed Suleiman. Les centres de formation Tekwin en langue anglaise honorent ses élèves de la 6e promotion. Elles sont 42 apprenantes à recevoir leur parchemin. Pendant un mois, ces lauréats ont suivi un cours intensif du niveau élémentaire en langue anglaise. Pour l'encadreur Béchir Hamid Youssouf, la 6e promotion est dédiée spécialement à la gente féminine. مركز تكوين قام بالأعمال التطوعية منذ عام 2019. Depuis 2019, notre centre forme gratuitement les citoyens tchadiens, surtout les jeunes qui sont en quête d'emploi. Cette formation permet aux jeunes d'avoir des connaissances élémentaires en langue anglaise. Nous continuons à partager notre connaissance en anglais à la nouvelle génération. Ceci pour aider cette génération dans la vie sociétale. Créé en 2019, le centre de formation Tekwin s'est fixé comme objectif de former et de promouvoir la langue anglaise au Tchad. Les femmes travailleuses à la Direction générale des services des douanes et droits indirects ont célébré hier la Journée internationale de la femme édition 2020. Abdelhadi Mamassali. Ce samedi, les femmes de la Direction générale des services des douanes et des droits indirects ont célébré en différé la Journée internationale de la femme. Une opportunité pour la gente féminine de revendiquer ses droits, mais aussi de réfléchir sur son rapport en milieu professionnel. La présidente du comité d'organisation salue les efforts du gouvernement. Elle se réjouit de la célébration de cette journée. Les femmes agents de la douane réitèrent leur engagement et leur volonté à vous soutenir dans la collecte et la sécurisation des recettes douanières. Saluant la détermination de ses collaboratrices, le directeur général adjoint des services des douanes et droits indirects invite à chacun de donner la chance à la femme en vue de son épanouissement. Vos doléances seront effectivement prises en compte parce que si vous vous rappelez, le 8 mars, quand nous sommes retrouvés au ministère des Finances pour les mêmes cérémonies, le ministre des Finances a instruit tous les directeurs généraux du ministère de faire un effort pour que, dorénavant, les propositions de nomination puissent tenir compte du quota de 30% des femmes. C'est sur une note d'espoir que les femmes de la Direction générale des services des douanes et droits indirects se sont séparées. La Journée internationale de la femme a été aussi célébrée ce dimanche à l'église La Parole de N'Djamena dans le 7e arrondissement de la capitale, autour du thème Obéissance, source de guérison. Kamlar Habiba Karion. C'est dans l'allégresse que les fidèles de l'église La Parole de Vie ont commémoré la Journée internationale de la femme. L'obéissance, source de guérison et de bénédiction tirée du livre de Jérémie, est le message que ces femmes ont eu à partager. Pour la présidente des jeunes dames de l'église, la Sénafête est l'occasion pour les femmes en milieu chrétien de célébrer Dieu dans toute sa grandeur. L'émancipation de la femme devrait être une source d'obéissance à des valeurs qu'elle porte dans la recherche du bonheur pour l'humanité et non celle de valoriser son ego. C'est aussi le lieu de comprendre que le 8 mars est une tribune offerte aux femmes de se pencher sur le respect de leurs droits et leur insertion dans la vie socio-professionnelle. C'est une journée de lutte pour les droits des femmes afin de promouvoir l'égalité de genre et de privilégier l'autonomisation des femmes. La Sénafête se veut un cadre de réflexion pour mener des actions pouvant aider à faire d'une femme un leader. C'est pourquoi la prédicatrice du jour, Esther Mumgoto, exhorte l'assistance à l'obéissance au quotidien. Les mains ont été levées vers les cieux pour implorer davantage la grâce du Tout-Puissant pour la paix au Tchad. La 3e édition de la formation sur les sciences islamiques a pris fin hier, une formation
organisé par le Cercle Ibn Abbas des études islamiques pour renforcer les capacités de femmes sur le principe de base en islam. Idriss. La tribune des femmes qui parlent, c'est la section féminine de Halaqa Ibn Abbas, un centre qui forme les jeunes filles et femmes sur les principes de base des sciences islamiques. Pour la 3e édition, plus d'une centaine de femmes ont acquis des connaissances pour mener à bien leur vie selon les règles de l'islam, raison pour laquelle la formation est placée sous le thème « Rôle de la femme dans la société ». Les participantes se réjouissent de cette formation qui est axée sur la vie de couple, le bon comportement et la gestion des périodes menstruelles. Au nom de ses sœurs, Khadija Doutoum Abdurrahman remercie les encadreurs et les fondateurs de ce centre pour les efforts en leur faveur. Elle sollicite davantage leur soutien pour mieux cerner les principes de l'islam. À entendre le fondateur de cette école islamique, Cheikh Saleh Ramadan, former une femme, c'est former toute une famille. Car la femme a le don de transmettre les connaissances aux enfants dès le bas âge, affirme-t-il. C'est pourquoi il promet de former davantage les jeunes et les femmes en sciences islamiques pour le bien-être de la société. Restons toujours en religion en marge de la célébration du centenaire d'Évangile au Tchad et de l'église fraternelle luthérienne. À Léré, les fidèles de la dite église ont organisé ici à N'Djamena un culte pour commémorer ce centenaire. Mohamed Suleiman. Les fidèles de l'église fraternelle luthérienne au Tchad et sympathisants ont pris d'assaut la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour célébrer le centenaire d'Évangile au Tchad et de leur église. Des prières et louanges ont marqué cette commémoration. Cet engouement de fidèles réconforte le président du comité d'organisation. Ainsi donc, je ne saurais terminer mes propos sans adresser toutes mes reconnaissances à Dieu, à tous les participants au culte de centenaire, en honneur de notre Dieu, à tous les différents responsables ecclésiastiques et aux différentes autorités administratives, militaires et civiles qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce culte. Pour le conseil économique du délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, de telles prières sont bénéfiques pour le Tchad. Par vos prières, Dieu répandra sa lumière là où il y a les ténèbres, l'amour là où il y a la haine, la violence et les préjugés. À ce culte du centenaire, les fidèles ont imploré Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa bénédiction et sa miséricorde au peuple tchadien. Parlons toujours religion. La 45e Assemblée générale ordinaire des églises évangéliques du Tchad a pris fin. La cérémonie a vu la présence du maire deuxième adjoint de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Marmouksal. Des prières et des louanges ont marqué la cérémonie de clôture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Église évangélique du Tchad, annexe de N'Djamena. Au cours de ces assises, les fidèles de la dite Église ont axé leurs réflexions sur la thématique choisie, enjeu de transmission de l'héritage spirituel aux générations futures. Durant 3 jours de travaux, des conclusions, des recommandations ont été prises, entre autres la valorisation de notre terrain de Digodé, de Koundoul, le renforcement des capacités des pasteurs, des anciens des diacres, partant des fidèles de l'annexe de N'Djamena. Cette initiative est positivement appréciée par la deuxième adjointe au maire de la commune du 9e arrondissement. Nous disons que combien de fois les gens attachent le prix à la parole de Dieu pour venir à chaque fois dans notre commune pour organiser des assemblées et avoir des exhortations, des ateliers et résoudre aussi leurs différends. Nous sommes très émus. Les participants, eux, disent avoir tiré grand profit de cette assemblée. Bien outillés, les fidèles auront à leur tour vulgarisé les enseignements reçus dans leurs églises respectives.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad section de Dourbali a organisé une journée de prière et de lecture du Saint-Coran. Objectif, invoquer Dieu pour renforcer la cohabitation pacifique, la paix. Falambi Soulkan. Suite à l'appel lancé par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, la section du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad de la ville de Dourbali a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix, la cohabitation pacifique et la santé pour le peuple tchadien. Selon Cheikh Al-Bashir Al-Khulam, la lecture du Saint-Coran par les fidèles musulmans de Dourbali vient à point nommé, vu les troubles que connaissent certains pays. Selon le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Omar Azarak Mustafa, son organisation salue la collaboration active de la section de Dourbali. Officiant à la rencontre, le préfet de Dourbali, Suleiman Djibril Nouren, remercie les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad qui contribuent à la stabilité au Tchad. Il invite par ailleurs tous les Tchadiens à implorer Dieu pour qu'il épargne le Tchad de tous les dangers. La zone 4 de la Confédération africaine de volleyball vient de tenir son assemblée générale élective ce samedi 14 mars ici en N'Djamena. Les 5 présidents de fédération de volleyball de l'Afrique centrale qui ont pris part aux travaux sur les 8 membres ont eu à élire Matata Christian de la RDC pour un mandat de 4 ans. L'Assemblée générale élective de la zone 4 de la Confédération africaine de volleyball de N'Djamena est marquée par la présentation du rapport d'activité des 4 dernières années, la synthèse des finances et la désignation du nouveau président de la dite zone et candidat à la présidence de la Confédération africaine de volleyball, KVB, au prochain congrès électif de la dite institution. Ces sujets et autres divers ont été débattus par 5 des 8 présidents des fédérations de l'Afrique centrale de volleyball qui constituent la zone 4. Vu les circonstances, le président de la Fédération tchadienne de volleyball s'est réjoui de la présence des 5 pays, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Sao Tomé et la République centrafricaine. Aujourd'hui, le volleyball est dans une difficulté que chacun d'entre nous ici présent peut le témoigner. Et je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement, surtout de la confiance que vous n'avez jamais cessé de nous donner. Les participants qui ont exprimé leur volonté de voir rayonner le volleyball dans la zone 4 à travers une bonne gouvernance ont repensé les décisions qui sont au détriment de certains pays, les critères de validation des compétitions, la valorisation des potentialités et élire un nouveau président. Il s'agit du Congolais de la RDC, Matata Christian, qui prendra les relais en juin prochain. Le président en exercice, le Gabonais Ndunda Frédéric, qui s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux, a exprimé sa gratitude à la Fédération tchadienne de volleyball qui a su mettre les petits plats dans les grands. À la fin des travaux, une équipe du bureau exécutif de la Confédération africaine, accompagnée de la présidente de la Fédération marocaine de volleyball, Bouchira Hadid, qui décrit la gestion actuelle de la KVB, est venue solliciter le vote des dirigeants de la zone 4 en faveur de la candidature de Madame Bouchra Hadid au prochain congrès électif de la KVB. La Confédération africaine de football reporte les matchs des éliminatoires de la CAN 2021. Cette décision intervient suite à la pandémie du Covid-19. La CAF a aussi suspendu d'autres compétitions. Innocent Clayou. La décision a été prise hier par la Confédération africaine de football. Les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, programmés fin mars, ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la CAF, emboîtant le pas à plusieurs instances sportives majeures ayant suspendu leur compétition. Pour l'instance africaine de football, compte tenu des difficultés de déplacement de plus en plus grandes à travers le monde et conscient du fait que la plupart des joueurs qui composent les sélections africaines évoluent hors du continent et notamment en Europe. La CAF a décidé que l'organisation des matchs éliminatoires de la CAN 2021 qui concerne la 3e et la 4e journée ne peut être assurée convenablement, a écrit l'organe directeur du football africain dans son communiqué. Une décision qui touche aussi le Tchad qui se prépare pour jouer en aller-retour contre la Guinée-Conakry. La CAF a également repoussé les rencontres de qualification à la CAN féminine de 2020 ainsi que les matchs de qualification au mondial féminin de moins de 20 ans.
La CAF a en revanche maintenu l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, est prévue au Cameroun du 4 au 25 avril. Dans le milieu sportif, cette décision a été appréciée à sa juste valeur, car elle a pour but de protéger les joueurs ainsi que le public de cette terrible maladie qui ne cesse de progresser. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.